Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, pour la salle, je n'aurai normalement pas besoin de micro, mais nous avons quand même pas mal de participants en ligne. Et d'ailleurs, donc, je les remercie d'être également connectés. Et je remercie donc ceux qui ont fait l'effort de venir en présentiel. Donc, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Donc, pour le dernier de cet atelier, donc, qui est dédié à la responsabilité environnementale de la recherche. Les fois précédentes, on avait donc dans le premier atelier essayé de comprendre un petit peu les contours de ce qu'était cette responsabilité, comment finalement on pouvait se poser la question de sa potentielle mise en œuvre. La fois précédente, nous nous sommes posé la question plus précisément de la gouvernance, quelles sont les institutions qui se sont prononcées ou qui auraient à se prononcer également sur cette problématique et notamment sur l'impact que peuvent avoir les activités de recherche sur l'environnement et quelle place aussi l'environnement peut occuper en termes de sujets de recherche. Et donc aujourd'hui, l'ambition était de rentrer un petit peu plus dans le concret et de vous donner un certain nombre d'exemples voilà, de mise en œuvre en fait, de cette problématique et de cette question à travers donc des exemples plus concrets. Pour ce faire, on a la chance d'avoir donc une oratrice et deux orateurs qui nous font le plaisir de venir aujourd'hui et on les remercie vivement pour présenter justement un certain nombre d'initiatives ou de concepts qui permettent de concrètement adresser cette problématique de la responsabilité environnementale de la recherche. On va donc commencer. Et je suis ravie d'accueillir donc Margot Reyes, alors qui devait au départ être accompagnée d'Eugénie Perron-Baudin, mais qui a dû malheureusement faire l'impasse pour aujourd'hui car elle est en déplacement. Donc Margot Reyes travaille à l'université de Toulouse, ex-université fédérale de Toulouse, dans le cadre donc d'une mission en fait qui est dédiée à ces problématiques de transition écologique et sociétale. Et donc, elle va nous présenter, alors donc le diaporama a été préparé par toutes les deux, si je ne me trompe pas, et donc elle va nous présenter une expérimentation très concrète qui se réalise actuellement, et vous nous direz probablement depuis combien de temps, à l'université de Toulouse, qui s'appelle SEEDS. Alors, je pense qu'on va avoir, je crois que c'est l'acronyme de ce qui est écrit sur la diaporama, parce que je ne l'ai pas là sous les yeux, et qui sert surtout en fait à sensibiliser et à former les étudiants à cette problématique environnementale. Et donc, je vous laisse la parole. Et encore merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça a été précisé, je vous prie d'excuser Eugénie Perron-Baudin qui est en déplacement. Bon, l'avantage, c'est que la chargée de projet de ce projet, c'est moi. Donc, a priori, je vais pouvoir répondre à vos questions. Eugénie Perron-Baudin est la responsable de la mission transition écologique et sociétale dans laquelle s'inscrit le projet CID. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des présentations de ce projet, mais c'est la première fois qu'on a orienté le projet autour vraiment de l'angle enseignement, parce qu'il y a aussi d'autres axes à notre projet qui sont de la sensibilisation, qui sont aussi de la mise en lien entre les associations étudiantes, les étudiants. Il y a aussi du vivre ensemble dans ce projet, mais j'y reviendrai assez rapidement pour rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on fait vraiment. Donc, quelques mots sur SIDS, mais après, je pourrais répondre à vos questions. SID, c'est effectivement un acronyme qui a été trouvé un peu à la volée par les porteurs de projets, qui signifie sensibilisation, on a le S, des étudiants aux enjeux des, donc ils ont mis un petit mot pour faire le D, transition, ils l'ont enlevé, socio-écologique. Donc, on a directement le sujet. Là où ça a été quand même assez tronqué, c'est qu'en fait, c'est pas que de la sensibilisation des étudiants, mais aussi des personnels et des enseignants. Donc, ça englobe vraiment toute la communauté universitaire. Mais évidemment que notre public cible sont les étudiants, mais qu'on estime que pour sensibiliser et former les étudiants, il faut évidemment le faire avec les enseignants et enseignantes et les personnels. Rapidement, un petit déroulé, on va essayer de partir sur quelque chose assez en entonnoir. Comme j'ai pas suivi les deux autres volets, je sais pas trop ce qui a déjà été dit ou pas. Et comme j'ouvre le bal, bon, peut-être que je vais faire de la redite, vous m'excuserez.
On va parler rapidement de l'enjeu national de cette, obligation et de cette volonté de sensibiliser et former la communauté étudiante. Ensuite, la responsabilité de l'enseignement supérieur et de la recherche de le faire. On parlera de ce nouveau mot, enfin qui est pas du tout nouveau, mais qui est maintenant partout sur toutes les plaquettes et les appels à projets, qui est l'interdisciplinarité. Et ensuite, je vous parlerai très concrètement comment SEED a finalement récupéré, tout ça, pour, en faire un projet. Donc pareil, je sais pas du tout si, je balance des choses qui sont déjà, vues et revues, mais rapidement, les ressources incontournables qui a permis de porter et de répondre et de créer le projet SEED, c'est, donc le rapport de la Convention citoyenne pour le climat, le rapport, l'article 41 de loi qui a intégré l'enjeu de formation et de sensibilisation à la loi de la programmation et de la recherche, et enfin, le rapport Jean Jouzel et Lucas Bady qui a permis vraiment de cadrer, cet enjeu. La Convention citoyenne, rapidement, c'est 150 citoyens qui ont été sélectionnés pour représenter toute la France et décider ensemble pendant 1 an, en étant formés, à, élaborer une liste de propositions pour arriver à un monde enviable à l'horizon, 2030. L'article de la loi de programmation et de la recherche, donc pour les années 2021 à 2030, a, écrit noir sur blanc, la nécessité et l'obligation de sensibiliser et de former les étudiants aux enjeux des transitions. Ce qui nous a permis, nous, après, de légitimer tout notre travail et ça, c'était très important. Et enfin, le rapport Jouzel et Lucas Bady, on m'a absolument rappelé de dire que c'était aussi le rapport Lucas Bady parce que souvent il est tronqué, même si monsieur Jouzel est plus connu, quand même, ça reste une cosignature. Donc le rapport sensibilisé et formé, aux enjeux de la transition écologique et au développement durable dans l'enseignement supérieur. L'objectif, il a été écrit noir sur blanc et pareil, il est, pas peu ambitieux, c'est de former 100 des étudiants et étudiantes de niveau bac+2 et de tous les cursus aux enjeux de la transition écologique d'ici 5 ans. Donc il nous en reste 4. Donc ça fait, quand même un sacré objectif. Et donc une fois qu'on a tout ça, il y a effectivement, la problématique de s'approprier, tous ces textes, toutes ces obligations à l'échelle locale. C'est la seule façon de parvenir de manière concrète à arriver à nos objectifs. Et donc à l'échelle de l'université de Toulouse, ça a été la création du projet SEEDS. Le projet SEEDS, comment est-ce qu'il est né? On a eu de la chance d'avoir été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt. Donc l'appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Émergence sur les thématiques de formation, et pratiques pédagogiques d'émergence. Donc en émergence, pardon, il y avait donc un grand nombre de candidatures. On a la chance d'avoir pu obtenir ce financement et d'avoir été, cofinancé par, l'université de Toulouse, ce qui a permis la création de mon poste. Donc là, on a une application très concrète de cet appel à projet et de ce qu'il a permis de faire. Rapidement, pour parler de la responsabilité face à l'enjeu et la responsabilité de l'enseignement supérieur, je vous ai remis pareil, une espèce de petite frise pour rappeler, là d'où on part. Donc, la dernière slide, elle vous parlait du rapport, Jean Jouzel et Lucas Bady et après ça, cette année 2022 a été, vraiment chargée en annonces, en obligations et en apports. En septembre, on a eu, un discours de Sylvie Retailleau, donc qui est la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui annonçait déjà, certaines choses, vous allez voir. Puis 1 mois plus tard, elle a fait de nouveau un discours qui allait encore plus loin dans ses annonces à Bordeaux et en novembre, on a eu le plan climat biodiversité de l'enseignement supérieur. Donc je vais pas forcément vous le lire, mais c'est pour vous montrer quand même, une partie des annonces, c'est vraiment que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche soit un acteur majeur et exemplaire de la transition écologique et énergétique, pleinement investi dans la planification. Et ensuite, elle, annonce, un certain nombre de budgets qui sera alloué. Je vous ai pas mis tout le discours. Donc ça, c'est septembre 2022. On avance un petit peu dans le temps et 1 mois plus tard, madame Retailleau, donc la ministre de l'enseignement supérieur, annonce, qu'au plus tard en 2025, chaque étudiant de l'enseignement supérieur, public et privé, quelle que soit sa filière d'études, se verra proposer un socle de connaissances et de compétences globales et pluridisciplinaires. On avance déjà dans la précision de ce qu'on attend de nous, sans nous donner encore, totalement les moyens d'y parvenir et le cadre.
Ensuite, on a ce plan climat. Pareil, je vous ai mis une capture d'écran du sommaire, non pas pour que vous le lisiez, mais pour que vous voyiez d'ores et déjà la précision des points qui ont été édités. Donc, il y a définir le socle de connaissances, sensibiliser et former tous les enseignants de l'enseignement supérieur et favoriser la mobilisation des personnes, encourager les actions de TEDS, on y reviendra. Enfin voilà, il y a vraiment tout un détail et je vous invite à le consulter si c'est des sujets qui vous intéressent. Il est vraiment très, très bien fait. Et on arrive à ces fameux ateliers TEDS. Bon, alors TEDS, c'est l'acronyme de Transition écologique et développement soutenable. Me demandez pas pourquoi ils ont changé développement durable en développement soutenable. Pour moi, c'est pas forcément le mot durable qui posait problème, mais c'est le nouveau terme maintenant sur ces enjeux de transition, en tout cas dans ces documents-là. Les ateliers de concertation TEDS, c'est donc une liste de 4 ateliers que vous avez à gauche, qui a réuni un certain nombre d'acteurs et actrices de l'enseignement supérieur, que ce soit de conseils de grandes écoles ou d'universités ou des porteurs de projets. À Toulouse, on a eu Claude Marange, qui est en ce moment directeur de la formation vie étudiante à l'Université de Toulouse et enseignant à l'INSA, qui a pu y participer. Et Nathalie Delvecchio aussi, qui est notre chargée de mission Université de Toulouse sur les thématiques de transition. Donc, on a eu des yeux et des oreilles et grâce à ça, on a pu avoir le document de travail parce qu'effectivement, l'annonce des conclusions, c'est à peu près avril et ça a pris un petit peu de retard pour une mise en œuvre dès septembre. Pareil, j'espère que vos questions, ça sera pas et alors ça en est où? Parce que pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais on a quand même pu avoir accès aux documents de travail et donc je vous ai simplement mis un résumé de la conclusion. Donc, c'est vraiment un résumé du résumé du résumé. Mais voici les premiers éléments et c'est assez intéressant. Et là, je voudrais qu'on s'y approche un petit peu. Donc, l'élaboration d'un cadre, tant au niveau du socle de connaissances et de compétences. Bon, bah, ça, on l'a dit depuis le rapport Jean Jouzel, qu'il faut effectivement des connaissances et des compétences sur les thématiques de transition écologique et sociale. Ça, c'est OK. Avec quand même une souplesse d'utilisation pour les établissements, parce que nombreux d'établissements avaient peur, de se voir, imposer un programme et puis qu'ils puissent, finalement, pas avoir la souplesse de s'adapter à ce qui se faisait déjà. Parce que, là, en fait, on a l'impression que je vous annonce des choses nouvelles, mais ça fait des années et des années et des années, évidemment, que les établissements, ont pris ces sujets. Alors, certains moins que d'autres, mais en tout cas, il y a déjà des enseignements sur ces thématiques et donc effectivement, cette partie de la souplesse permet de pouvoir adapter à ce qui se fait dans les établissements. Le besoin d'accompagnement des acteurs, notamment méthodologiques. Donc là, on en vient un petit peu aux missions de SIDS, dont je vous parlerai tout à l'heure. La nécessité de former les enseignants, pareil, c'est absolument nécessaire si on veut que les étudiants puissent être formés. L'approche pédagogique et l'engagement étudiant. Ça a été beaucoup traité en atelier et c'était vraiment de se rendre compte que 2 constats. L'engagement étudiant, il est réel et il est massif. Quand il s'agit de ces questions, ça y est, je pense qu'il y a quand même grand nombre d'étudiants qui sont au courant de l'urgence climatique et de ce qui se passe, même si les derniers chiffres nous montrent quand même qu'il reste encore une bonne partie à sensibiliser. En tout cas, la tendance est quand même à l'engagement. Et le deuxième constat, c'est l'hécatombe de cette fameuse pandémie que je ne vais pas rappeler, mais qui a impacté très très fortement la mobilisation étudiante, les associations étudiantes et les actions apportées. Donc effectivement, l'approche pédagogique et l'engagement étudiant, c'est quelque chose qui, pour moi, a été assez novateur dans ces instances-là, de pouvoir dire: «On veut favoriser l'engagement étudiant et on va essayer d'activer, tous ces leviers à la sensibilisation». Parce que rien qu'à, l'université Paul Sabatier, les associations, engagées dans l'environnement organisent des conférences, des balades naturalistes avec une expertise qui est franchement impressionnante et ça, c'est un vrai outil de sensibilisation et de formation. Les modalités pédagogiques, l'hybride est plébiscité. Donc, ça y est, ça pareil, je pense que c'est une conséquence, directe, de la pandémie. Mais en tout cas, ça a permis d'illustrer qu'effectivement, la présence, en cours en présentiel, quand c'est un rapport purement, descendant d'offrir de la connaissance, c'était pas forcément ce qui était, plébiscité et là, c'est des enseignants qui parlent, même pas des étudiants. Donc en tout cas, le format hybride avec des temps en présentiel et des temps en distanciel, ont été, je crois, quasiment à l'unanimité, plébiscités. Les modèles économiques privés,
Sully-Test, je ne sais pas si vous êtes au fait du Sully-Test, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est, on va le dire très vulgairement, c'est le TOEIC du climat. Donc c'est une entreprise privée qui a développé un test, qui permet de valider des acquis, des connaissances, sur les enjeux de transition à l'échelle, internationale. Donc c'est pas du tout, un test qui est adapté aux enjeux nationaux qui sont déjà, différents de ceux internationaux. Mais bref, en tout cas, on traite, il se base sur les objectifs de développement durable, grosso modo. Et c'est vrai que c'est du contenu qui est intéressant. Et là, ce qui a été encore plus intéressant par les personnes des ateliers de concertation, ça a été de se dire: «D'accord, ils existent, on ne va pas les ignorer». Je disais qu'effectivement les contenus faits par des boîtes, privées, des entreprises, ils existent et ils sont, vraiment, vraiment, bien faits. Pour avoir, testé le Sully-Test, bon ça va, je l'ai passé, mais il était quand même assez compliqué et assez fourni. Par contre, évidemment, la prudence est de mise parce que l'objectif, c'est quand même de valoriser le travail des universitaires, des enseignants qui existent déjà et qui font déjà, qui créent des formations et cetera. Donc voilà, il y a une collaboration à envisager, mais en tout cas, rien n'est dessiné pour l'instant. L'idée, c'est pas d'ignorer ces contenus, mais de faire attention à comment ils sont appropriés par les établissements. Et enfin, je l'ai mis en rouge cette phrase parce que c'est en fait l'enjeu. Là, depuis tout à l'heure, on parle de très très belles choses et de beaucoup d'objectifs qui sont très ambitieux, mais en fait, il est là la véritable difficulté. C'est la mise en œuvre des attendus pour des cohortes importantes. C'est-à-dire la massification. On a plébiscité la pédagogie de projet, de faire des choses avec des petits groupes. Mais quand il s'agit rien qu'à l'échelle de l'Université de Toulouse de 120 000 étudiants, bon, 18 000 L1 si on compte que les étudiants en première année, ça fait beaucoup. Et donc ça se prête à beaucoup, beaucoup d'anticipation, de préparation, de logistique. Si on ajoute à ça l'interdisciplinarité dont je vous ai parlé plus tôt, ça veut dire qu'il va falloir mixer les établissements entre eux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe donc une université Capitole qui est plutôt orientée sur l'économie et le droit, l'université Toulouse-Jean Jaurès qui est sur les sciences sociales et humaines, et l'université Paul Sabatier qui est sur les sciences dites dures, en tout cas que vous connaissez. Et là, il va falloir commencer déjà à mixer. Et quand on évoque juste ce point à des enseignants et des enseignantes, ils nous disent déjà on ne sait même pas comment on peut donner cours quand on est invité en tant qu'intervenant dans d'autres classes, et ça rentre déjà pas dans notre carcan administratif. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là de massification qui vont demander une véritable réflexion. Et l'Université de Toulouse, en plus, parce qu'elle n'aime pas faire les choses simplement, a aussi des villes universitaires d'équilibre. Donc on parle de Foix, de Auch, de Tarbes, d'Albi, etc. Donc il va y avoir aussi cet enjeu, voilà, de déplacer, en tout cas de former vraiment toute la communauté enseignante si on veut que ça touche tous les étudiants. Bon, je commence un peu à parler à l'échelle locale. L'Université de Toulouse, vous en êtes rendu compte. Donc c'est un peu ce que je vais vous montrer avec, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'interdisciplinarité. Quelques exemples concrets finalement pour vous montrer que ça ne sort pas de mon chapeau, ce terme-là, qu'il est vraiment présent maintenant absolument partout. Le premier exemple, c'est l'appel à projet TIRIS Formation Minor Programs de 2023, auquel le projet SIDS a déjà soumis deux projets. Bon, on voit pas très bien, je vous l'accorde, mais je peux vous assurer que voilà. Donc les attendus, les projets s'inscrivant dans la dynamique TIRIS doivent être interdisciplinaires et donc être portés par des équipes pédagogiques issues de disciplines différentes. C'est déjà une obligation quand on a répondu à l'appel à projet, c'est qu'ils soient interdisciplinaires. Donc là, il n'y a même pas à négocier, c'était l'attendu. Le deuxième exemple que je voulais vous présenter, donc c'est le dernier séminaire de la Técopole, dont le synopsis, enfin en tout cas la présentation, l'abstract reprenait ces termes: au croisement de toutes les disciplines scientifiques, l'objectif est d'interroger ce qui conduit à l'impasse écologique actuelle et les perspectives pour y faire face. Dans une démarche fortement interdisciplinaire, il s'agit d'amener à réfléchir ensemble des chercheuses et chercheurs dont les terrains objets d'études et méthodologies peuvent être très éloignés. Encore une fois, on est vraiment sur d'essayer de trouver une solution, et pour ça, on espère que ce soit l'interdisciplinarité. On a enfin compris que l'urgence climatique, c'était pas un problème géophysique, ou en tout cas pas que.
C'était pas un problème biologique non plus, c'est pas que les limites planétaires, mais que ça prend en compte en fait finalement tous les domaines d'études. Et vous allez voir qu'on se retrouve avec des exemples encore plus marrants. Et je vous en donne un maintenant, c'est au sein de CID, une réunion où on échange sur les enjeux de formation avec autour de la table un astrophysicien, une sociologue et un économiste. Et je peux vous dire que les discussions sont très, très intéressantes. Et enfin, on en arrive à CID, donc c'est la transition parfaite. Quelques points, je vous ai juste donné l'acronyme, donc ça fait très peu d'infos finalement pour savoir dans quoi je dédie mes heures et mes journées. Donc le projet CID, c'est un projet qui a vocation à durer 2 ans, heu forcément via l'appel à projet, qui finalement va sûrement durer plus longtemps, mais en tout cas qui a été pensé sur 2 ans et donc comme une première petite brique à toute cette montagne à gravir. C'est un projet de sensibilisation et de formation, ça, je pense que vous l'avez compris, qui est porté par l'université de Toulouse, pareil. Pour vous donner les dates, moi ils ont obtenu les financements finalement 2-3 mois plus tôt, donc c'est assez récent et il se finira donc dans 1 an, en tout cas le budget de ce projet. Pluridisciplinaire et interétablissement, c'est ce qu'on a un petit peu commencé à évoquer et très concrètement, ça veut dire qu'on a tout un volet d'événements et de sensibilisation. Je ne sais pas si on utilise les mêmes mots, mais pour nous, sensibilisation et formation, c'est sur le niveau de détail et d'apport de connaissances. La sensibilisation, ça va être une tenue de stand dans un forum, ça va être une projection débat, et cetera, et cetera. Et la formation, ça va être des ateliers ou des enseignements qui vont être beaucoup plus longs et approfondis. Donc on essaye de travailler sur ces 2 questions. Le 3e objectif, c'est essayer de cartographier aussi l'existant. Ça passe par une cartographie des enseignements, mais aussi des enseignants et enseignantes qui se cachent derrière pour finalement réussir à fédérer les forces vives en présence pour avancer sur ces questions. Une des ambitions cachées de mon porteur, qui ne va plus l'être très bientôt, c'est effectivement que CIDS devienne aussi une façon d'identifier les engagements. Pour ça, on a créé un label aussi des événements portés par l'enseignement supérieur et in fine, que l'université de Toulouse se place comme une université qui a à cœur les enjeux de transition et que finalement, que demain, on étudie l'histoire de l'art, l'économie ou qu'on soit en STAPS, on ait tous un bagage commun des enjeux de transition, comme on a tous de l'anglais. Et pour ça, on a donc sur le volet de sensibilisation, éditer un catalogue. Je vous ai juste mis sa première page pour vous montrer qu'on essaye de diversifier à la fois les formats et à la fois les thématiques. Donc encore une fois, l'interdisciplinaire, ça, je pense que c'est bon, je vous ai suffisamment rabâché les oreilles avec ce mot. Mais concrètement, dans notre mission, ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter des enjeux d'écologie, qui ont déjà tous ces enjeux internes qui traitent donc de plein de domaines, sociologiques, historiques, etc. Et on a aussi la responsabilité sociétale. C'est-à-dire que quand on fait de la transition, il faut à la fois qu'on réfléchisse à l'accessibilité des sourds et malentendants, autant que de faire attention à la gestion des déchets, autant que de calculer l'empreinte carbone de notre événement, par exemple. Donc, on a édité ce catalogue avec 3 aussi formats, donc atelier, conférence ou formation et des cibles. Parce que des fois, le même atelier peut finalement accueillir les 3 publics cibles et parfois ça s'y prête pas forcément. C'est intéressant à des moments d'avoir qu'un public étudiant pour qu'il puisse s'exprimer dans des ateliers ou à la fois un public enseignant pour qu'il puisse aussi être orienté sur la façon dont il va ensuite lui transmettre la connaissance. Je vous ai mis le sommaire, pareil, simplement pour vous donner l'idée. C'est pas pour vous détailler absolument tous les ateliers qu'on présente. Il y en a même d'autres encore qui sont pas là, mais voilà, c'est des films, c'est des ateliers, c'est des fresques, c'est des conférences, c'est tout ça. Ça va de l'éco-anxiété à la biodiversité en passant par les violences sexistes et sexuelles et grâce à cet outil, ça nous a permis de pouvoir le diffuser auprès de nos partenaires et collaborateurs et qu'ensuite, eux, ils puissent piocher finalement ce qu'ils auraient envie de porter au sein de leur établissement et que nous, on les accompagne dans cette organisation. Ensuite, sur ce dernier point, le titre Innovation pédagogique, la fin des cours magistraux, il se veut volontairement provocateur.
parce que c'est une question qui a été beaucoup posée par les étudiants et qui rappelle ce format hybride dont on a parlé dans les ateliers de concertation. Là, je vais passer un tout petit peu plus de temps parce que c'est vraiment le cœur de CID et ce pourquoi j'ai été conviée, je pense, aujourd'hui. C'est ce qu'on a essayé de créer autour de l'enseignement. Et pour ça, ça a été pour l'instant deux réponses à un appel à projet et un hackathon. Voilà où on en est pour l'instant. J'ai différencié le fond et la forme pour que ce soit bien clair aussi qu'il y a effectivement les sujets qui sont importants et la façon dont on va les traiter. Donc le premier travail, qui est finalement celui qui a pris le plus de temps, qui a réuni une soixantaine d'enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses sur ces questions interdisciplinaires. L'appel à projet a finalement été signé par une trentaine d'entre eux, mais il y a eu vraiment une vraie volonté de toutes les parties de s'investir sur ces questions. Bon, d'abord un petit peu méfiante, parce que j'ai l'impression qu'ils avaient tous déjà eu ces espoirs de créer quelque chose et que ça n'arrive pas. Et en plus, ils font ça en dehors de leurs enseignements et recherches. Mais en tout cas, la sauce a pris et vraiment, ça a été un travail passionnant. Moi, en tant que juste petite souris qui rédigeait les comptes rendus, j'ai vraiment été intéressée par ce qui s'est fait. Et voilà le résultat. Le résultat, c'est un appel à projet dont le titre, c'est Transition écologique et sociétale pour un avenir enviable. Donc, c'est un parcours, une formation d'une trentaine d'heures qui sera sur la base du volontariat pour l'instant, qu'on espère sortir en janvier 2024. Encore faudrait-il qu'on soit sélectionné par l'appel à projet. Donc là, je m'avance peut-être un peu, mais on croise les doigts. Et le contenu de la formation, le voici. Ils rappelleront les constats, histoire de la Terre et de la vie, mythes planétaires, anthropocène et les causes historiques, économiques et sociologiques des changements globaux. Surtout, ils seront conçus pour aider les étudiants à se projeter dans un avenir individuel et collectif. Scénario, frein levier à l'action, COP, politique publique, économie, greenwashing, droit environnemental, organisation de demain, action inspirante. Ça fait beaucoup en 30 heures, je vous l'accorde, mais en fait, on ne pouvait pas tronquer quoi que ce soit, c'était pas possible d'en enlever. Donc, comment ça va s'articuler? Il va forcément y avoir des approfondissements en fonction de l'expertise et du domaine choisi par les étudiants. En tout cas, ça sera le programme. et on s'est rendu compte assez vite qu'on ne pouvait pas imaginer les 3 blocs. Donc là, on les devine un peu, hein. Le premier bloc, c'est le constat, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Le deuxième bloc, c'est d'où ça vient et pourquoi on en est là. Et le troisième bloc, c'est les projections, les scénarios. Et assez tardivement dans les réflexions et les discussions avec les enseignants, c'était de se rendre compte qu'il ne fallait pas que ces blocs soient équivalents. Il fallait que le temps soit globalement beaucoup plus dédié au troisième bloc, qui est la mise en mouvement, la mise en action des étudiants et des étudiantes pour qu'ils se sentent vraiment investis et qu'ils ne repartent pas le moral dans les chaussettes en disant on est foutu, c'est la fin du monde. Et ça, c'est un vrai enjeu de se rendre compte qu'il fallait beaucoup plus travailler au scénario qu'à la connaissance de comment on en est là. Alors évidemment, c'est des prérequis qui sont indispensables pour envisager la suite, mais dans l'idée, cette partie de se projeter va être finalement le vrai objectif de la formation. C'est pour ça qu'après, il est parti dans le titre. Au début, ça ne s'appelait pas comme ça et on a monté Avenir dans le titre parce que c'était vraiment le cœur de la formation. Et les modalités pédagogiques, pareil, je vous le montre rapidement. Donc, module hybride d'une trentaine d'heures sous forme de conférences, de cours, d'exploitation de certaines ressources numérisées, de classes inversées, de débats, de mise en mouvement, d'ateliers, jeux de rôle, projets de terrain. Pareil, encore une fois, c'est très joli sur le papier. La question de la massification se pose évidemment, mais en tout cas, ce sont les objectifs et ambitions de ce projet. Je vous en montre un autre qui est pareil, créé par le groupe de travail CIDS, qui là a été peut-être un petit peu plus malin. On a une enseignante en biologie à l'université de Paul Sabatier, Valérie Le Dantec, qui s'est dit qu'en fait, il fallait passer par la fenêtre tant qu'on ne nous ouvrait pas la porte. Et la fenêtre, c'est les cours d'anglais. On est d'accord que finalement, tous les étudiants et étudiantes font de l'anglais sur les 3 premières années de licence, et donc que c'était plutôt intéressant d'imaginer injecter la connaissance de transition écologique et sociétale dans les cours d'anglais. Et pour ça, ils ont donc répondu au même appel à projet. Hein. Donc, on a 2 projets
qui se font pas la guerre, je vous le promets. Donc projet pilote parce que pour l'instant il est envisagé sur la faculté sciences et ingénieurs, donc la FSI de Paul Sabatier, en imaginant que ça puisse se déployer après sur les autres établissements. Projet pilote pour la mise en place d'une méthodologie de formation en langue associée à une sensibilisation sur les enjeux de la transition écologique pour les étudiants de licence. Bon, ça, c'est grosso modo ce que je vous ai dit. Et ensuite, mettre en œuvre une approche pédagogique interdisciplinaire. Donc là, l'interdiscipline, c'est vraiment sciences et langues, et dans sciences, tout ce qu'on a déjà évoqué, pour former un grand nombre d'étudiants de licence à la FSI à la transition écologique, tout en renforçant la pratique de ces dernières à l'anglais, discipline transversale enseignée à l'ensemble des étudiants. Et là, je vous ai pas mis le détail, mais pareil, ils ont des idées de conférences, ensuite de filmer ces conférences, d'en faire des captations vidéo pour qu'on puisse alimenter des nouvelles formations, etc., etc. Mais je trouve intéressant de mettre en parallèle ces deux projets qui finalement répondent au même objectif de sensibilisation et de formation, mais qui passent par deux portes d'entrée assez différentes. L'une, quelque chose qui existe déjà, hein, de passer par des cours qui sont déjà donnés par tout le monde, en tout cas reçus par tous les étudiants, et un autre où là, pour l'instant, ça va être sur la base du volontariat, à côté des enseignements, et qu'ensuite, ça puisse peut-être petit à petit faire sa place dans le nid des formations. Et ensuite, une dernière proposition, cette fois qui a été faite par des étudiants. Donc SEEDS, c'est un projet de 2 ans, je vous l'ai dit, et c'est aussi des temps forts. Et cette année, on a organisé un festival les 27 et 28 mars dernier, qui a permis d'organiser beaucoup de choses sur 2 jours, allant de la projection de la Panthère des Neiges à un forum interassociation, en passant par le concours Ecocampus et en passant par cette journée de hackathon dont la thématique, c'était de construire l'enseignement de demain, mais cette fois en passant par les étudiants. Un des gros enjeux du projet SEED, c'est la co-construction avec les étudiants et étudiantes. Et on a eu quand même beaucoup de mal à les intégrer au projet, parce que dès qu'on évoque effectivement la construction de formation avec des enseignants, bon, bah, il y en a beaucoup qui ont envie de faire autre chose. Et ceux qui sont motivés, ils sont déjà sur toutes leurs associations étudiantes engagées en environnement, et donc pas trop le temps pour le projet SEED. Mais on a quand même réussi à en récupérer une dizaine qui ont passé donc toute la journée à travailler sur cette création. On n'avait pas de cadre. On leur a simplement dit imaginez l'enseignement de demain à ce que vous aimeriez aller. Et on avait un animateur en intelligence collective qui a permis de faire sortir donc ça. On vous l'a synthétisé, c'était des paperboards graphiques dessinés, mis en couleur. Donc c'est beaucoup moins fun là, mais en tout cas, le contenu y est. Le premier projet, donc parcours à la carte, favoriser l'extrascolaire en banalisant une demi-journée par mois pour choisir parmi un catalogue d'activités parmi les possibilités. Je ne vous les ai pas listées, donc je suis désolée de vous avoir mis ce morceau de phrase, mais voilà, ils ont envisagé des visites au muséum, des conférences, plein de choses, et en s'imaginant qu'ils ont une demi-journée pour aller à la fois voir un théâtre forum sur les VSS que d'aller voir la dernière expo du muséum, et que ce soit ça partie prenante, partie intégrante de leur formation. Et donc sur la forme, que ce soit au sein des universités, des écoles, musées, en nature, d'associations, de tiers-lieux, sortir des classes et se connecter à plus que ça. Le tout amène à un portfolio réflexif par et pour les étudiants qui servirait d'évaluation. Donc ils ont même imaginé, on leur a un peu donné cette contrainte aussi, c'est vous nous dites ce que vous avez envie de faire, mais comment on vous note derrière. Et donc la création de ce portfolio sur ce qu'ils auraient observé, appris pendant leur sortie, ça a été leur proposition. Pour vous contextualiser, une fois qu'ils ont réalisé tout ce hackathon à la fin de la journée, il y a des enseignants et enseignantes qui sont venus écouter et qui ont pu poser des questions. Et l'échange était très intéressant parce ils ont écouté et entendu, et ils ont forcément débattu du cours magistral, le fameux qui est arrivé dans mon titre. Et ça a été la première fois, et ça on ne l'attendait pas du tout, à ce que des étudiants puissent questionner des enseignants sur ce que c'est que leur métier. Et on s'est rendu compte que en fait, les étudiants, ils n'ont aucune idée de ce que les enseignants-chercheurs font. Et cette part qu'il y a à l'enseignement, cette part qu'il y a à la recherche, cette part qu'il y a à l'administratif, ils l'ignoraient complètement. Et ils se sont rendus compte, voilà, que c'était pas juste une personne qui faisait son cours dans un cours magistral et que ça s'arrêtait là. Donc ça nous a aussi permis d'identifier qu'il y avait des vrais liens à retisser, ou en tout cas à tisser, entre le corps enseignant et la communauté étudiante.
Et de manière assez informelle, comme ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été vraiment très riche. Et le deuxième projet, parce qu'ils étaient en 2 groupes, c'est d'alterner l'acquisition de théorie en distanciel et en autonomie. On prend de la connaissance chez soi et ensuite on crée des temps de rencontres en présentiel avec des enseignants et enseignantes pour discuter et de mettre en application les dites connaissances. Et donc pour ça, ils ont eu plusieurs idées. Donc là, organiser un débat mouvant, préparé en amont et en autonomie, durant lequel chacune peut jouer le rôle d'un parti ou d'un autre. Ça existe déjà, hein, les faux procès, etc. On les connaît. Et l'objectif, donc, travailler son expression et appliquer les connaissances. Je vous ai fait un petit peu un panel de tout ce qui se fait pour vous montrer la diversité, mais que finalement, il y a aussi beaucoup de points communs. C'est changer les formats, c'est sortir des classes et traiter plusieurs domaines. Je conclue rapidement. La conclusion du projet SEEDS et du vrai enjeu de sensibiliser et former, c'est ces 3 mots que j'ai gardés. C'est l'interdisciplinarité, encore, promis après j'arrête. L'horizontalité, donc il y a vraiment cette question du rapport descendant entre l'enseignant qui délivre sa connaissance et l'étudiant qui la récupère. Ça a été beaucoup évoqué par les étudiants et dans les ateliers de concertation. Voilà, l'interdisciplinarité, l'horizontalité et l'urgence. Je ne vais pas du tout vous faire un speech sur l'urgence climatique parce qu'à mon avis, vous êtes au courant. Une donnée qui est intéressante, ceci dit, c'est que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore selon Pôle emploi et ça donne déjà beaucoup de perspectives et de place à la création de nouveaux métiers qui permettront de répondre aux enjeux et pour ça, dès aujourd'hui, de former nos étudiants et étudiantes. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à accueillir Olivier Bernet, donc, qui est astrophysicien et directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Alors, je pense que ça a peut-être un lien avec cette formation, mais surtout la manière dont, la raison pour laquelle nous l'avons invité aujourd'hui, c'est surtout qu'il est donc le cofondateur de ce qui a été une initiative qui est aujourd'hui un groupement de recherche, qui est le Labo 1.5 et justement donc qui va compléter ce que nous a présenté Margot sous l'angle plutôt des chercheurs eux-mêmes. Donc les chercheurs réfléchissent, ça leur arrive de temps en temps. Et ils arrivent quand même à essayer de fédérer des communautés autour de cette problématique et de cette thématique. Aujourd'hui, cette initiative est nationalement connue. Les travaux sont extrêmement visibles. Vous avez aussi, et j'imagine que c'est ce que tu vas présenter, mis en place un certain nombre d'outils, y compris pour nous faciliter la vie à nous en tant que chercheurs dans le futur, notamment calculer notre empreinte carbone. Et donc, voilà, c'est encore une fois un autre exemple, on va dire, qui vient du terrain, de manière très concrète, par les chercheurs sur l'engagement, en fait, dans cette question de la responsabilité environnementale. Donc, Olivier, merci. Merci beaucoup. Donc, ça a été précisé, je suis astrophysicien, d'où cette image que j'ai choisie pour illustrer la question d'aujourd'hui. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le site du futur télescope européen, Extremely Large Telescope, qui sera implanté donc au sommet de cette montagne, ici, dans le désert d'Atacama, au Chili. Je pense que voilà, on peut aisément voir que ici, l'astronomie a une empreinte sur l'environnement qui est particulièrement visible. Et donc, je pense qu'il est probablement temps de se poser la question de savoir si c'est raisonnable ou pas. Alors, donc j'ai choisi l'angle éthique aujourd'hui pour vous parler des travaux de Labo 1.5. Alors, Labo 1.5, c'est un projet qui a commencé, je dirais, en 2018. Donc, vous voyez, ça fait quand même un certain temps. Ce qui s'est passé en 2018, c'est que probablement à ce moment-là, le réchauffement climatique est devenu quelque chose qui s'est incarné pour beaucoup d'entre nous, qui est devenu réel, de prégnant. Donc, il y a eu plusieurs événements qui ont été importants, des événements climatiques dans les dernières années, et d'ailleurs sur la question des feux, actuellement, l'actualité revient sur ce sujet. Et donc, voilà, ces dernières années, je dirais à partir de 2018 et notamment aussi des marches pour le climat, il y a eu vraiment une prise de conscience un petit peu différente et cette réalisation que le réchauffement climatique, ce n'est pas juste quelque chose que les scientifiques du GIEC commentent, mais quelque chose qui est réel et que l'on va vivre. Alors,
Dans ce contexte-là, il y a plusieurs choses qui se sont passées au sein de la communauté scientifique. Et je dirais, il y a eu une tension qui a commencé à émerger. Et cette tension, c'est celle de l'absence de cohérence, d'une certaine manière, entre les pratiques et les objectifs des scientifiques, c'est-à-dire comment on fait de la science aujourd'hui eh bien, cette pratique qui parfois est très énergivore et qui peut aussi représenter une empreinte environnementale ou plus précisément une empreinte carbone importante dans le cadre du climat, comment ceci, en fait, on met ça en cohérence avec les résultats des scientifiques qui nous disent, eh bien, il y a un réchauffement climatique, il faut absolument faire quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est devenu une véritable tension dans la communauté. Les gens, il y a eu une forme de perte de sens. Les gens ne savaient plus vraiment, en tout cas une grande partie de la communauté, hein, ne savait plus vraiment comment continuer à faire son métier. Alors, une des premières choses qu'on a faites fin 2018, début 2019, c'est essayer de faire un état des lieux de la communauté scientifique sur son ressenti, justement. Donc, vous voyez, là, on a donc plusieurs disciplines qui ont été sondées. Donc, ça, c'était les tout premiers sondages qu'on a fait fin 2018. Et donc avec des questions relativement simples, hein. Donc la question c'était est-ce qu'il faut que on change profondément nos métiers et donc vous voyez la réponse est oui. Ce qui est intéressant c'est que ces enquêtes sont indépendantes dans des domaines indépendants avec par contre exactement la même question, hein, et on voit qu'il y a une cohérence dans les résultats qui est très forte et une majorité des gens qui disent eh bien il faut absolument faire quelque chose, hein. Ensuite, on a élargi cette enquête en 2019-2020 au niveau national, pour laquelle on a plusieurs milliers de réponses et on voit qu'on obtient, les mêmes résultats, hein. Donc en tout cas, voilà, ce constat très clair, fin 2018, début 2019, que eh bien, la communauté scientifique est consciente du problème et qu'elle cherche à faire quelque chose, mais qu'il n'existe rien pour essayer de changer les choses, justement. Autre indicateur très important et très intéressant, ça c'était un résultat vraiment étonnant qu'on a obtenu en 2019. La question c'était la suivante, l'affirmation c'était je considère ou est considéré changer de domaine de recherche ou de métier pour me consacrer à l'urgence climatique. Et donc vous voyez que environ un quart des collègues répondent que oui, en effet, ils sont dans un état où ils considèrent qu'ils vont changer de métier, changer de domaine parce que la question de l'urgence climatique devient trop prégnante. Donc ça, c'est quand même un marqueur très important du fait qu'il y a à la fois un malaise et un besoin de quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui existait à l'époque et puis, donc, certaines de ces initiatives existent encore aujourd'hui. À l'époque, pas grand-chose. Donc, il y avait des prises de position individuelles qui commençaient à émerger dans les revues scientifiques comme Science, hein, donc des espèces de tribunes sur le fait qu'il fallait un code de conduite au niveau du carbone dans le monde scientifique. Des initiatives institutionnelles. L'École polytechnique fédérale de Lausanne a été très précurseur sur cette question-là avec la question des mobilités. Ils ont fait énormément d'efforts sur ces questions-là. La mise en place de réseaux au niveau des universités ou des instituts Max Planck, donc des choses plutôt pour échanger sur les idées. Il y a des groupements de plaidoyer qui ont émergé aussi à peu près à cette époque. Donc notamment Scientist Rebellion, hein, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est plus ou moins relié au mouvement Extinction Rebellion, donc je dirais des groupes d'action politiques. Et puis, ces ateliers de réflexion dont il a déjà été question, hein, les ateliers d'écologie politique, qui aussi ont émergé à cette époque avec une vocation régionale essentiellement, hein, c'est-à-dire que c'est une vraie volonté, par exemple, d'Atecopole de se fédérer au niveau local pour qu'il y ait cette proximité aussi humaine et vraiment, comme ça a été rappelé par Margot juste avant, de cette réflexivité. Donc dans ce contexte-là, il nous a semblé qu'il y avait besoin de quelque chose de supplémentaire et donc on a lancé cet appel dans le monde en mars 2019 qui a signé la création de ce collectif qui s'appelait donc Labo 1.5 et donc en disant eh bien il faut réagir dans ce contexte, il faut que la communauté scientifique eh bien se mette en mouvement elle-même et un objectif ici qui n'est pas forcément affiché, mais c'était l'objectif de réappropriation, c'est-à-dire de se saisir nous-mêmes de cette question. Et au moment où on a créé ce collectif, on n'a demandé la permission à personne, ni au CNRS, ni au ministère, ni à quoi que ce soit. On a simplement décidé que nous, en tant que scientifiques,
on allait essayer de changer les choses. Juste ici, parce que comme ça a été beaucoup évoqué, ça c'est le Wordle de toutes les disciplines représentées dans le collectif. Alors ça c'était en 2019, ça a dû peut-être un peu changer depuis, mais voilà, je veux insister sur le fait que c'est un collectif qui, dès sa naissance, a été composé de scientifiques de toutes les disciplines et aussi, c'est très important, pas que des scientifiques au sens chercheurs, mais aussi des ingénieurs, des techniciens, du personnel administratif, etc. Après, ça reste centré sur la recherche. L'université et l'enseignement, c'est pas quelque chose qui était central dans ce qu'on voulait créer quand on a démarré ce projet. Alors, aujourd'hui, Labo 1.5, ça ressemble à ça. C'est une organisation qui est un peu subtile parce que ça repose sur 2 piliers. Un pilier qui est, comme ça a été rappelé en introduction, un groupement de recherche. Donc, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de laboratoire hors les murs avec plusieurs tutelles, donc l'ADEME, le CNRS, l'INRAE et INRIA. Donc, avec une vraie organisation, je dirais, collégiale et scientifique. Et avec une vocation vraiment d'animation de recherche, de projets scientifiques, de financement aussi. On reçoit du financement de tous ces organismes. Il y a des gens qui sont contractualisés dans ce cadre. Il y a des thèses qui sont en cours dans ce cadre, etc. Donc vraiment quelque chose d'assez classique, on va dire, mais qui a une grande vertu, c'est que ça permet aux gens de consacrer leur temps de travail sur ces questions de l'empreinte environnementale de la recherche dans la science. De l'autre côté, on a la partie qui concerne ce qu'on pourrait appeler plutôt le collectif. Donc ça, c'est indépendant, c'est relié à une association loi 1901. Et donc, c'est je dirais, quelque chose qui a une liberté de parole totale. Et d'ailleurs, au moment où on a créé le le groupement de recherche, c'est quelque chose qui a été discuté, y compris avec la direction du CNRS. C'est-à-dire qu'il était bien clair pour tout le monde que, je dirais, la partie de gauche conservait sa liberté de parole, sa liberté d'expression, et qu'on pouvait utiliser ce nom-là aussi, Labo 1.5, pour dire ce qu'on pensait des politiques publiques ou de l'organisation de la recherche, etc. Alors, donc là, j'essaye de dire un petit peu comment on se positionne. Et c'est en lien avec les questions d'aujourd'hui et donc les questions de l'éthique scientifique. Alors, moi, je ne suis pas éthicien, je ne suis pas épistémologue, je connais très mal ces questions-là. Donc, j'ai donné des définitions telles que moi, je les comprends et telles qu'on a essayé de les poser pour fixer, je dirais, le cadre de ce qu'on fait dans Labo 1.5. Donc, un principe fondateur, c'est le principe d'autonomie et de liberté académique. Donc, ça veut simplement dire que les scientifiques disposent du droit constitutionnel en France qui leur garantit la possibilité d'effectuer leurs travaux sans subir de pression de pouvoir économique, politique, religieux. Alors, néanmoins, ça ne veut pas dire que cette liberté est infinie. Elle est quand même bornée par un certain nombre de choses. Elle est bornée, par exemple, par l'intégrité scientifique. Vous ne pouvez pas copier quelqu'un et puis publier ses travaux à sa place. Ça, c'est un exemple. C'est borné donc par un certain nombre de valeurs et aussi qu'on pourrait que nous, on appelle dans ce cadre, pas que nous, mais en tout cas, on a décidé de le faire comme ça, l'éthique scientifique. Donc, l'argument qu'on a mis en avant dans Labo 1.5 depuis le début, c'est qu'on pense qu'il faut compléter les scientifiques en y intégrant la dimension environnementale. Alors, après, en dessous, je rappelle des choses qui sont, je dirais, aussi des valeurs ou des positionnements plutôt épistémologiques dans le cadre de Labo 1.5, en tout cas dans le cadre de la manière dont Tamara Benari et moi-même, qui sommes les fondateurs de ce collectif, l'avons pensé. C'est la vérité comme rapport aux faits. Donc ça, c'est, je veux dire, ça paraît tout simple comme ça, mais ce n'est pas forcément une évidence. Donc je dirais, on se positionne peut-être un petit peu en décalage par rapport à des théories ou des pensées plus des années 80 de Latour ou même avant de Foucault qui sont beaucoup plus relativistes. C'est-à-dire que finalement, les faits, c'est toujours interprété. Bon, nous, on est plutôt sur un positionnement de vérité rapport aux faits. Et puis, il y a cette grande question de la neutralité axiologique qui est très, très discutée dans la communauté. Les médias adorent cette question-là. Les chercheurs sont des militants parce qu'ils parlent des questions de leur empreinte carbone, etc. Bon, donc, nous, ce qu'on dit, c'est que, c'est pas nous d'ailleurs, c'est Weber qui disait ça, la neutralité axiologique n'impose pas de neutralité de valeur. D'accord ? Donc, on peut tout à fait avoir un travail réflexif, et c'est même très important, sur les finalités et les pratiques de la recherche,
dans le cadre justement d'une éthique environnementale de la science. Et ça ne fait pas de nous des chercheurs militants ou des gens qui transgressent les règles de la science. Au contraire, ce sont, je dirais, les principes de l'éthos de la science que justement de se pencher sur la question de l'éthique scientifique. Alors, concrètement, parce que tout ça, c'est bien beau, mais c'est très théorique. Enfin, c'est important quand même. Concrètement, comment on fait? Donc, je dirais, il y a 3 axes méthodologiques. Un, il est essentiel de quantifier et comprendre, ça c'est le rapport aux faits, l'empreinte. Alors là, on s'est focalisé sur l'empreinte carbone de la recherche. C'était un des objectifs de la Labo 1.5. Dès le début, on a dit, il y a beaucoup de choses. Hein, la question de la biodiversité, par exemple, c'est un enjeu qui est probablement aussi grand que celui de l'empreinte carbone et on en parle beaucoup moins. Mais on a dit, on va commencer par la question de l'empreinte carbone. Donc, renseigner ça pour le monde de la recherche. Hein, comme ça a été rappelé, les établissements comme le CNRS n'avaient pas du tout fait leur bilan gaz à effet de serre à cette époque. Implémenter des solutions. Donc ça, c'est plutôt la partie, je dirais, un peu recherche-action. Hein, comment on passe de la mesure à finalement des solutions concrètes. Puis, il y a la troisième partie qui est aussi très importante, c'est l'organisation du travail réflexif sur les questions justement de l'éthique environnementale de la recherche, en lien avec cette transformation qui est appelée par eh bien, de nombreuses personnes désormais. Je m'arrête une seconde quand même pour dire que aujourd'hui tout ça paraît, et puis je suis ici devant vous, tout ça paraît tout à fait dans l'air du temps, etc. Nous, en 2018, quand on a lancé ça, on était des extraterrestres. On a fait notre première réunion Labo 1.5 en visioconférence fin 2018 avec des outils. À l'époque, Zoom, ça n'existait pas. Ça existait, mais ça ne marchait pas. On a utilisé WebEx. C'était catastrophique. Tout le monde disait ça prouve bien que ça ne marchera jamais, etc. Donc, on était vraiment des extraterrestres et les gens nous disaient mais de toute façon, on ne peut rien changer, etc. Bon, 4 ans après, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé et je pense, j'espère que nous y avons contribué. Quantifier et comprendre. Un des premiers travaux qui a été réalisé par Labo 1.5, et ça, je tiens à le souligner, c'est quelque chose qui a été porté par une personne ici à Toulouse qui s'appelle Jérôme Mariette, qui est à l'INRA et qui est quelqu'un d'extraordinairement doué, qui a, avec Odile Blanchard, créé cet outil formidable qui s'appelle GES 1.5 et qui est un outil libre, gratuit, open source, et qui permet de réaliser la mesure de l'empreinte carbone d'un laboratoire de manière extrêmement simple. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais hein, vous imaginez comment ça marche. Alors, c'est un outil en ligne et puis on rentre différentes informations, une facture d'électricité, le nombre de trajets qui sont effectués par les personnels du laboratoire. Alors, ça, il y a un formulaire qui est prévu à cet effet avec un sondage au sein des laboratoires qui est pré-rempli dans le format qu'il faut, etc. Donc, on rentre tout ça dans l'outil. Alors, il faut l'acteur du directeur ou de la directrice d'unité, très important. Et puis, alors j'en parlais tout à l'heure, hein, tout ça est évidemment RGPD compatible, la sécurité des données est assurée, etc. Je le dis parce qu'on a passé des mois à faire ce travail-là. C'est un travail très ingrat, mais qui est important et que nous avons pris le temps de faire. Il y a une plateforme d'échange et d'entraide aussi qui est disponible, et donc cette chaîne Peertube qui donne un ensemble de tutoriels, hein, parce que c'est bien de faire des belles choses et des tutoriels, mais si vous les mettez sur YouTube, qui est une usine à gaz d'un point de vue de l'empreinte carbone, avec des copies des vidéos sur 150 serveurs, eh bien, c'est un peu dommage. Donc, on utilise aussi toute l'informatique qui est utilisée dans le cadre de Labo 1.5 repose sur des serveurs dont on sait physiquement où ils sont, à Toulouse là-bas, et qui sont en maintenance par une association, et il n'y a pas 50 duplications pour limiter la consommation énergétique liée à ce coût numérique. Alors, les outils GES 1.5, c'est très bien parce que ça permet à un laboratoire de faire son bilan gaz à effet de serre, donc on fait son bilan, on est content, mais surtout, ce qui est extraordinaire avec cet outil, c'est que ça permet de le faire dans tous les laboratoires de France, et de créer une base de données de l'ensemble des données des bilans gaz à effet de serre des laboratoires, et que cette base de données soit homogène, c'est-à-dire avec partout la même méthodologie. Un bilan gaz à effet de serre, je ne sais pas si j'ai déjà essayé d'en faire, il y a des incertitudes qui sont grandes, et ces incertitudes, elles sont essentiellement méthodologiques, c'est-à-dire que si vous définissez un périmètre
et qu'un autre laboratoire définit un autre périmètre, vous ne pourrez pas comparer ces empreintes. D'accord ? Donc, nous, on a fait en sorte justement d'avoir quelque chose qui soit homogène et qui puisse être utilisé partout et comparé et ensuite extrapolé au niveau national. Alors, donc ça, c'est les moyennes nationales. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être il y a quelque chose d'important à dire. Quand on a commencé tout ce travail en 2018, ben, par exemple, il y avait énormément de débats sur la cantine. Ah là là, la cantine, il y a de la viande, c'est une catastrophe. Oh là là, les gens prennent énormément l'avion. Il faut absolument couper tous les vols Paris-Toulouse parce que ça, c'est une catastrophe, etc., etc. Bon, une fois que, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est pas ça, mais une fois qu'on a fait le calcul, quand même, on se rend compte que voilà, la moitié de l'émission, c'est les achats. D'accord ? Donc, c'est des émissions qui sont importées. OK ? Je reviendrai éventuellement sur les vols Paris-Toulouse hein, à l'intérieur des missions. C'est intéressant aussi ce qu'on a pu apprendre sur cette question-là. Alors, ce diagramme-là, hein, c'est juste les moyennes au niveau national. Il résulte de la réalisation du bilan gaz à effet de serre de 700 laboratoires en France. Donc, c'est à peu près un tiers des unités de recherche en France. Toutes disciplines confondues, avec une surreprésentation des sciences naturelles, simplement parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'impact dans les laboratoires de sciences humaines. Donc, on a une sous-représentation des laboratoires de sciences humaines à ce stade. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui viennent des sciences humaines, c'est le moment d'alimenter cette base de données. J'ai une petite question, une petite demande de précision, si je peux me permettre. Oui. Qui dit, ça recouvre quoi, achat? Ça veut dire des choses très différentes d'un labo à l'autre, non? Ah, tout à fait, c'est des choses très différentes. Ça peut être du matériel informatique, ça peut être un laser, c'est tout ce qui est acheté. D'accord ? Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais la manière de calculer l'empreinte carbone liée aux achats est un sujet qui est à la fois très complexe et passionnant. C'est un travail qui a été porté dans Labo 1.5 par notamment Olivier Aumont, et ils font ça depuis 3 ans. L'article qui présente la méthodologie vient de sortir, et ils ont mis en place un système dans lequel tous les codes NACRE, c'est-à-dire les codes qui sont rentrés par les administratifs qui correspondent à certains matériels dans les achats, eh bien, pour chaque code NACRE, on a une empreinte, un facteur d'émission qui est associé. Voilà. Donc, normalement, maintenant, on est capable, si le laboratoire vous donne la liste des achats, les montants, le code NACRE, on peut transformer ça en une empreinte carbone. Donc, c'est une empreinte carbone souvent importée, hein, parce que les choses sont fabriquées souvent à l'étranger. Alors, quelques chiffres, juste. Hein, ça fait 1000 tonnes par laboratoire en moyenne. Alors, ce n'est pas forcément hyper simple à comprendre. Il y a 2 chiffres qu'on peut donner qui sont peut-être un peu plus préhensibles. C'est d'une part l'empreinte totale de la recherche scientifique en France, en extrapolant ceci avec le périmètre qu'on a utilisé. C'est de l'ordre de 2 millions de tonnes. Donc, bon, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, 2 millions de tonnes, c'est l'empreinte d'un pays, d'un petit pays. Hein, il y a des pays en Afrique, l'empreinte totale du pays, c'est 2 millions de tonnes. Autre information, si on rapporte ça par individu, par membre de la communauté, on est à peu près autour de 8 tonnes. Donc, ça veut dire que l'empreinte réelle carbone liée à l'activité professionnelle est comparable à l'empreinte carbone des Français en moyenne. Hein. Donc, ça veut dire que, alors on ne double pas son empreinte en étant membre de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais on rajoute probablement une grosse empreinte liée à notre activité. Ça, c'est des box plots. Alors, je sais qu'en biologie, on utilise beaucoup les box plots. Nous, en astrophysique, pas du tout. Ce qui est montré ici, donc, alors déjà, c'est une échelle log. Ce qui est montré ici, c'est la répartition des différents postes d'émission. Et donc, chaque point ici est un laboratoire. Et le trait, c'est la médiane. Et ça, là, la boîte, c'est l'intervalle de confiance à 95%. Bon. Donc, ce qu'on voit globalement, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité. Hein. Encore une fois, c'est une échelle logarithmique. Donc, ce qui est important ici à comprendre, c'est que je vous ai montré des moyennes, mais on ne peut pas raisonner que sur des moyennes. Les laboratoires, chaque laboratoire a une empreinte qui est très spécifique à son activité, à l'endroit où il se trouve. Enfin, tout ça mérite d'être vraiment regardé dans les détails. Il faut faire attention à ne pas faire de généralité. Ça va dépendre aussi des disciplines, de ce qui est acheté comme matériel, etc., etc. Donc, très important,
l'hétérogénéité dans l'empreinte des laboratoires. Et ça, on peut le faire, on peut le voir, parce qu'on a beaucoup de statistiques maintenant avec plus de 700 laboratoires qui nous ont renseigné leurs données. Ah, ça, j'en ai parlé un petit peu aussi tout à l'heure. Donc, on a fait un travail aussi basé à la fois sur les données de l'outil GES 1.5, mais aussi sur les données de l'enquête nationale auprès des personnels de la recherche que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, il y a eu beaucoup de discussions dans la communauté sur la question de l'aviation, y compris dans la communauté internationale. Et donc, on s'est penché un petit peu sur cette question. Voilà des résultats qui concernent donc la communauté française. Donc, ça, c'est la distribution, si vous voulez, enfin la densité de probabilité de qui prend l'avion. Donc, comment ça se lit? Eh bien, ça se lit de la manière suivante. On a alors 10% des gens qui font 54% des vols en avion. Et puis, en fait, ici, ce point-là, 50% des gens qui font 100% des vols en avion. Hein. Donc, ça veut dire que la moitié de la communauté scientifique ne prend jamais l'avion. Donc, il y a une très grande asymétrie et donc, quelque part, une inégalité, je dirais, dans l'accès ou en tout cas l'utilisation de cette ressource qui est l'aviation dans le cadre de la recherche scientifique. Donc, ça, c'est un premier résultat. Quelque chose qui nous intéresse beaucoup, et ça a été mentionné, il y a cette question de comment on change. On est piégé d'une certaine manière dans un système nous, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était de voir si il y avait un lien entre une certaine forme de réussite, une certaine forme de visibilité et l'utilisation de ressources comme l'avion. Donc, ce qu'on a montré dans cette étude ici, c'est qu'on voit il y a une corrélation. On peut la caractériser statistiquement, hein, donc c'est ce qu'on voit sur ce diagramme, une corrélation entre le taux de publication, mais ça marche aussi pour l'indice H, qui est un indice donc de l'efficacité de citation et de publication. Donc, il y a une corrélation entre ces paramètres ici et puis le nombre de vols en avion qu'ont réalisé les scientifiques. Hein. Donc, ce n'est pas pour dire que si vous prenez l'avion, vous allez être plus connu scientifiquement, avoir un plus gros H-index, mais c'est pour dire que quelque part, on est piégé quand même dans un système dans lequel la visibilité scientifique, mais elle repose sur l'utilisation de ressources qui reposent sur des énergies fossiles. Mais je pense qu'on peut le retrouver un petit peu partout. Quels sont des achats aussi, si vous avez un plus gros ordinateur. Si on faisait la même étude en disant qui a des ordinateurs plus récents, on verrait probablement aussi des effets. Et donc, tout ceci est lié évidemment à l'utilisation de ressources, et là, en l'occurrence, de ressources très, très énergivores. Donc, c'est ça la question qui est posée. Hein. Alors, tiens, ça c'est intéressant, c'est les modèles statistiques. Donc, c'est un petit peu la même figure qu'avant, mais on a découpé en disciplines hein, pour faire un peu un petit concours. Et puis, on peut voir aussi l'évolution. Et puis, il y a les genres, hommes, femmes. Okay, donc, déjà, on voit que les hommes, ils sont toujours au-dessus. Donc, ils publient plus. Aussi, on voit que les astronomes, donc ça c'est moi, on est vraiment très très fort en publication. Hein, et en tout cas, on a une efficacité qui est très grande par rapport au nombre d'avions qu'on prend. Bon, en tout cas, il y a des hiérarchies hein, entre disciplines et il y a des effets de genre qui sont connus par ailleurs. Hein. Le fait que les taux de publication dépendent du genre, par exemple, est quelque chose qui est observé depuis longtemps en sciences sociales par… Comment ? Oui, tout à fait. Et puis, c'est lié à énormément de paramètres sociaux. Et donc, c'est quelque chose qui est très bien renseigné et qu'on retrouve hein, dans ce résultat. Voilà. Alors, quand même, pour aller vers des choses plus positives, il y a la possibilité d'implémenter des solutions. L'outil GES 1.5, il vient d'être adapté pour fournir une option qui permet de faire non pas seulement la mesure de l'empreinte carbone, mais aussi des scénarios. C'est-à-dire, dans l'outil, vous dites, je vais isoler mon bâtiment, il va passer de F à B, et vous pouvez faire le test ici avec vos fenêtres. Hein. Et de combien ça va réduire mon bilan gaz à effet de serre. D'accord ? Donc, il y a cette option maintenant qui est disponible dans l'outil en ligne. OK ? Voilà, donc là, c'est un exemple. Hein. C'est toutes les options hein, qui sont proposées. Et donc, ça permet donc de faire des scénarios. Et puis, évidemment, une fois qu'on a fait le scénario, eh bien, on revient en 2030, on refait la mesure et on regarde si on a respecté le scénario. Hein. Autre chose, c'est ce qu'on appelle le réseau national des laboratoires en transition, qui est porté par ces personnes ici, que je n'ai pas le temps de citer. Mais l'idée, c'est de mettre en réseau toutes les personnes qui sont
dans les laboratoires qui sont en train de faire qui ont déjà fait leur bilan gaz à effet de serre et qui sont en train d'implémenter des solutions. Alors les solutions, c'est des solutions techniques comme celles que je vous ai montrées. C'est des solutions aussi, par exemple, je dirais plus économiques, par exemple la mise en place de quotas ou de taxes sur certaines activités, le transport en avion, par exemple, c'en est une. Et donc, mettre en réseau tous ces laboratoires et tous ces gens pour voir ce qui marche pas, et essayer vraiment d'avancer pour, je veux dire, quelque part, on est déjà dans la transition dans Labo 1.5. Et j'en profite aussi pour préciser, l'outil GES 1.5 va être utilisé dans le cadre du plan climat du ministère pour justement faire la mesure de l'empreinte carbone des établissements. Donc, la dernière chose, mais j'en ai déjà parlé, c'est la question d'organiser les questions de réflexivité. Et donc, on a une grosse activité sur voilà, ces questions réflexives, les questions sur l'éthique en particulier. Donc, ça a été rappelé ensuite, renforcé par le rapport du comité d'éthique du CNRS, hein, qui rappelle donc, tous ces points que je vous laisse parce que j'ai plus le temps. Mais je pense que Labo 1.5 a quelque part depuis 4 ans, en tout cas, c'est vraiment positionné sur ces 4 dimensions qui ont été rappelées récemment par le comité d'éthique du CNRS. Et je m'arrête ici. Nous allons poursuivre cet atelier et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Ravez, qui est donc professeur de bioéthique à la faculté des sciences de l'université de Namur et qui va aujourd'hui donc nous parler d'un concept, mais aussi de la manière dont il s'opérationnalise, qui est celui de l'innovation frugale. Alors, je vais te laisser bien évidemment nous expliquer de quoi il en retourne et donc surtout de son application dans les pays à faible et moyen revenu. Laurent, déjà merci beaucoup d'être parmi nous, d'être venu de Belgique et de nous faire cette présentation. Merci pour l'invitation. Alors, effectivement, c'est de 2 concepts dont je veux parler, mais en réalité, on va surtout parler de choses extrêmement concrètes, vous allez le voir. C'est des choses dont je parle à mes étudiants en médecine, et souvent, ça les réveille un peu de leur torpeur du jour, parce qu'on voit que ça leur permet de se projeter dans un avenir qu'ils imaginent difficile. Et c'est vraiment très créatif de faire ça. On fait aussi ce qu'on fait avec un collègue également qui est passionné par ces questions, c'est on parle aussi beaucoup de l'empreinte carbone des hôpitaux, par exemple. On a vu l'empreinte carbone de la recherche, mais les hôpitaux sont des très gros pollueurs, on va pas en parler aujourd'hui. Donc deux concepts au programme, l'innovation inversée et aussi l'innovation frugale. Alors, on commence par l'innovation inversée. Alors, comme le terme l'indique bien, il s'agit d'un concept qui désigne le transfert d'une innovation créée dans un pays du Sud vers un pays du Nord. Pourquoi c'est inversé? Parce que généralement, le flux est différent, puisque généralement, l'innovation telle qu'on la connaît, notamment en médecine, elle vient des pays du Nord et puis elle s'exporte vers les pays du Sud. L'innovation inversée, je vais vous le montrer avec quelques exemples, c'est exactement le flux inverse. Alors, le concept a été créé par 3 personnes, 2 professeurs d'université américaine, Dartmouth, Govindarajan et Trimble, et aussi l'ancien boss, l'ancien CEO de General Electric aux États-Unis, donc c'est pas rien. Ils ont créé ce concept simplement pour mettre des mots, pour tenter d'expliquer des initiatives industrielles, très souvent, qui étaient nées dans des pays du Sud et qui s'étaient progressivement exportées vers les pays du Nord. Alors, l'idée était simple. Il s'agissait, dans ces pays du Sud, de créer des produits qui étaient faciles à utiliser, qui étaient très utiles, le concept d'utilité est ici très important, et qui étaient parfaitement adaptés au contexte local. Je vais revenir à cette question de parfaitement adapté au contexte local. Et surtout, des produits qui s'accompagnaient d'un coût très réduit et qui étaient aussi de bonne qualité.
Et vous allez voir avec mes exemples ce que ça veut dire concrètement. Alors, une fois que ces produits étaient produits sur le marché local d'un pays du Sud, on remarquait que l'exportation était possible. Et cette exportation débutait. Et je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. Vous allez voir c'est quoi. Tout le monde connaît cette voiture-là. Donc, Renault, il y a quelques années déjà. Les plus jeunes n'ont pas connu ce moment-là. Renault s'est mis à produire une Dacia. Et notamment, la première Dacia, c'est la Dacia Logan. Alors, c'est typiquement un véhicule qui était adapté pour les pays d'Europe de l'Est. Et puis, parce que c'était un produit bon marché, mais parfaitement équipé. Et puis, du côté d'Europe de l'Ouest, on s'est dit, tiens, c'est un véhicule intéressant parce que c'est bon marché, c'est fiable, c'est solide. Et la Dacia est arrivée dans nos pays. Donc, c'est un très bon exemple d'innovation inversée. Alors maintenant, on va rentrer dans le monde de la santé. Vous allez voir ce que ça donne concrètement dans le monde de la santé. Voilà ce que ça donne. Donc, General Electric a été un pionnier en la matière. C'est pas pour rien que on a vu que Immelt a été un des créateurs de ce concept d'innovation inversée. Alors, General Electric a développé en Chine un appareil à ultrasons, low cost, si vous voulez, qui était parfaitement adapté aux besoins locaux chinois. Et puis, on s'est rendu compte du côté occidental que c'était très intéressant, notamment pour les interventions d'urgence, parce que c'était léger, on pouvait l'emporter sur le terrain. Et ce produit est aujourd'hui extrêmement utilisé dans les pays occidentaux. Voilà un exemple d'innovation inversée. Alors, il y a aussi un ECG, donc électrocardiogramme, qui est utilisé, qui a aussi été développé par General Electric. Et là aussi, il avait été développé pour des environnements ruraux dans des pays en développement. Et on a vu que ce truc était extraordinaire aussi en Occident. Et donc, ces deux exemples, déjà peut-être pour vous éclairer. Alors, je progresse dans ce que je considère être des produits intéressants. Alors là, c'est le blockbuster de l'innovation inversée. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Vous pouvez aller facilement surfer. Vous tapez J pour foot ou J pour leg, hein, et vous allez tomber sur ceci. Regardez bien ça. Regardez bien de quoi il s'agit. On voit bien que le monsieur était amputé. Le monsieur donc a besoin d'un membre pour pouvoir continuer à se déplacer. Sur les marchés occidentaux, on dispose de jambes bioniques ou de membres bioniques qui coûtent des dizaines de milliers de dollars et qui ne sont pas toujours adaptés. En Inde, une ONG locale a développé des jambes qui sont faites de bois et d'acier, qui sont parfaitement adaptées. Donc, c'est du low cost, mais ce n'est pas du low quality, c'est une qualité optimale puisque le gars court avec sa jambe. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux que de pouvoir courir, de pouvoir grimper aux arbres, de pouvoir marcher, se déplacer. Et si vous allez voir sur le site de Jaipur Food, vous allez voir que aujourd'hui, cette ONG donc, qui ne cherche pas à faire du bénéfice, c'est une ONG tout simplement locale, a équipé 2 millions de personnes aujourd'hui en Inde et dans le monde. Et vous verrez, j'ai été consulté ça il y a quelques jours, qu'une jambe, un membre coûte environ $1 aujourd'hui, 80 $. Si vous voulez acheter une jambe bionique aux États-Unis ou dans un pays occidental, vous imaginez le coût que ça peut représenter. Alors, cette ONG fonctionne depuis 1975 et les personnes là, locales, qui sont équipées, n'ont pas dû payer évidemment leurs jambes. C'est l'ONG qui leur a fourni. Les 80 $, c'est si vous êtes issu d'un pays extérieur, si vous avez les moyens de vous payer cette jambe, vous pourrez l'avoir. Alors ça, c'est un exemple extraordinaire d'innovation inversée. Alors, toutes les innovations dont on a parlé ici sont frugales par nature. Alors, je sais que le mot frugal étonne, le qualificatif frugal étonne toujours un peu.
Je pense que même le président Macron l'a utilisé dans un de ses discours, et donc je ne sais pas si ça lui donne une marque de qualité, peut-être pas. Alors, toutes les innovations dont on a parlé sont inversées, mais aussi frugales. Qu'est-ce que ça veut dire frugal? Ça veut dire qu'elle propose des réponses simples, pratiques, bon marché, c'est important, bon marché, à un besoin essentiel, à un besoin local essentiel. Tous les mots sont importants. Un besoin local essentiel. Et vous allez voir que j'ai des exemples qui viennent de Madagascar qui vont vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose à creuser, y compris pour les chercheurs là. Donc la frugalité en général, et puis la frugalité dans le monde des soins en particulier ici, donc face à un besoin qui se repère dans la société, de pouvoir faire plus avec moins, et pas au sens négatif du terme. Je pense que tu l'as utilisé tout à l'heure, c'est pas au sens négatif du terme, c'est faire plus avec moins positivement, de façon efficace et ingénieuse, hein, en ayant recours à un minimum de moyens utilisés là. Alors, les quelques exemples que je vais donner, notamment les premiers, ils sont inspirés d'un bouquin extraordinaire qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle Startup Lions. Je vous conseille d'aller voir. C'est écrit par un journaliste, c'est vraiment extraordinaire. Alors, je vais passer en revue quelques-unes de ces innovations frugales. Et j'espère qu'on va faire des liens avec des choses que vous connaissez. Alors, première innovation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous devriez, en tout cas les chefs de labo qui devraient voir. Vous voyez pas? C'est quoi? Regardez. Oui, il y a une lame, oui. Et donc c'est un microscope. Effectivement, donc regardez bien, c'est ça qui est intéressant. C'est un microscope numérique, qui a été fabriqué en 3D et qui a été fabriqué par un jeune médecin camerounais qui s'appelle Conrad Tankou. Et c'est un microscope évidemment très bon marché, qui fonctionne sur batterie et qui est utilisable dans les zones les plus enclavées du pays. Alors ça sert à quoi? On se dit, mais c'est un microscope, on voit bien à quoi sert le microscope. Eh bien, en fait, c'est un microscope qui est utilisé pour lutter contre les cancers féminins, notamment, puisque le Cameroun, c'est grand, évidemment. Bien sûr qu'il y a des oncologues dans la capitale. Dans les grandes villes, il y a des oncologues qui sont disponibles. Mais les femmes qui habitent dans les zones enclavées, dans les campagnes, n'iront jamais chez l'oncologue du pays. Et donc, Tankou s'est dit, moi, je vais me déplacer. C'est-à-dire, je vais aller dans les villages, je vais examiner les femmes, et s'il est nécessaire de faire un prélèvement, je fais un prélèvement. Je l'examine immédiatement sur place, et j'envoie les résultats à l'oncologue avec mon smart. J'envoie les résultats à l'oncologue avec qui je travaille. Le truc pèse 250 grammes. Donc, c'est une innovation absolument extraordinaire. Alors, autre innovation qu'on peut mettre en évidence, c'est un truc qui s'appelle MOSO. Vous allez voir, c'est une contraction en fait de deux choses. Alors, là, c'est le Burkina Faso. Alors, de quoi s'agit-il? Là, on est confronté à la question de la mortalité infantile. Donc, au Burkina, la mortalité infantile est des mères, des mères qui accouchent. 341 mères sur 100 000 meurent chaque année au Burkina, alors que dans les pays occidentaux, c'est 5 sur 100 000. Donc, vous voyez la proportion. Pourquoi est-ce qu'elles meurent? Elles meurent parce que souvent, elles ont des soucis. C'est des femmes qui ont eu des soucis durant leur grossesse et qui ont été consultées pas la bonne personne. Elles ont été consultées la matrone du village, la copine d'à côté, et elles n'ont pas été consultées le médecin qui aurait pu les aider. Et donc, un médecin burkinabé a mis au point simplement un dispositif très simple, c'est une application, simplement une app qui est utilisée sur le téléphone. Presque toutes ces femmes ont un téléphone. Au Burkina, comme dans tous les pays africains, les gens, enfin quand je dis un téléphone, c'est 2, 3 téléphones généralement. Et donc, c'est une application qui envoie régulièrement des textos
aux femmes qui sont inscrites sur le fichier et des textos qui les conseillent, qui leur donnent des conseils sur la façon de gérer leur grossesse. Alors, ce n'est pas tout, évidemment, parce que vous allez dire, mais celles qui ne savent pas lire, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est souvent accompagné d'un message vocal. Donc, c'est prévu pour qu'un message vocal, en plus, vienne expliquer les choses. Et puis, des matrones locales peuvent être accessibles dans les villages. Alors, ce médecin, c'est Maurice Hillier, qui a été rendu très célèbre par son application toute simple et qui sauve des vies, en fait. Qui sauve des vies. C'est frugal et c'est de l'innovation. Je pense qu'on sera d'accord. Alors, le mot, le concept même, pardon, pas le mot, mais le concept d'innovation frugale, c'est un concept qui est inspiré à la fois d'un terme hindi et d'une philosophie qui va avec le terme. Et le mot en question, c'est Yugat. Et alors là, on revient en France parce que le gars en question qui a créé cette réflexion-là, qui a lancé cette réflexion-là, on le voit ici, c'est Raju, et Raju est français. Raju est français et il s'est associé à deux personnes, à Prabhu et à Simone Aoudja, et ils ont créé ce bouquin qui s'appelle Yugat Innovation. J'ai mis la traduction en français qui existe. Et donc, c'est quoi ce concept de Yugat? C'est très intéressant parce que, en fait, ça désigne en quelque sorte la... et là, de nouveau, j'ai sûrement un problème de génération. MacGyver, pardon, Guyver, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les plus expérimentés d'entre nous savons c'est quoi. C'était en fait une sorte de personnage de feuilleton qui utilisait en permanence un système D. Et donc, Yugat, c'est le système D. Voilà, c'est le système D qui est utilisé au quotidien. Donc, c'est un système, c'est une solution qui est à la fois simple et efficace. L'efficacité, c'est important. Et que l'on parvient parfois à trouver face à l'adversité. Alors, ça, c'est des mots, mais vous allez voir ce que ça veut dire concrètement. C'est quoi l'adversité et c'est quoi ces systèmes simples et efficaces? Alors, le Yugat, vous allez voir, je vais donner des exemples, c'est six grands principes qui sont appliqués à cette découverte du système D. Alors, regardez bien, déjà l'image est très intéressante, je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, avec sa moto, il a réussi à faire un transport en commun. Je pense, si j'ai bien su compter, ils sont 6 derrière avec le système qu'il a inventé. Alors, il y a six grands principes, ça va aller vite, rassurez-vous. On va les passer en revue les uns après les autres. On va commencer évidemment par le premier. Donc, rechercher des opportunités dans l'adversité. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça, c'est drôle parce que pour ceux qui ont voyagé un peu, notamment sur le continent africain, et j'ai des racines très profondes avec le continent africain, ça rappelle des choses. Ça rappelle des choses parce que, notamment à Madagascar, que je connais, le pays que je connais le mieux, ça, c'est des routes presque partout à Madagascar. Et donc, c'est une route indienne, c'est pas une route malgache, c'est une route indienne. Et cette route indienne était utilisée au quotidien par quelqu'un qui a été rendu célèbre, qui s'appelle Kanak Das. C'est un Indien comme vous et moi, hein, donc c'est quelqu'un qui n'était pas célèbre, qui est devenu célèbre. Et en fait, ce monsieur prenait son vélo tous les jours pour aller travailler. Et puis, donc, il devait franchir ces bosses, ces creux, ces nids d'autruche là qu'il devait franchir au quotidien. Et puis, il s'est dit, pourquoi est-ce que c'est pas un monsieur qui était ingénieur, c'est pas un monsieur qui avait fait des grandes études, hein, c'était juste quelqu'un qui était ingénieux, pas ingénieur, ingénieux. Et il a inventé un système qui a converti l'énergie liée au franchissement des bosses, et on a un physicien qui pourrait sûrement mieux l'expliquer que moi, en impulsion, tout simplement. Donc, il a récupéré l'énergie qui était nécessaire au franchissement des bosses pour lui donner une impulsion derrière son vélo. Oui, voilà. Donc, alors, ce vélo-là, quand on le voit ici, on voit ce vélo-là qui existe. Donc, c'est un truc qui est
Eh bien, ce vélo-là a attiré l'attention de chercheurs de MIT aux États-Unis. Et les chercheurs se sont dit, ça c'est vraiment une idée géniale. Donc, son idée a été reprise par des chercheurs de MIT. Donc, première application de cette rechercher des opportunités dans l'adversité. Deuxième application qu'on pourrait citer, là c'est au Népal. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont nés prématurément, pas ici. Quand on est prématurément, il est nécessaire de faire un séjour en couveuse. Une couveuse, ça coûte des milliers d'euros. Hein. Les couveuses qu'on connaît, que vous avez vues dans les maternités, ça coûte des milliers d'euros. C'est tout à fait inaccessible pour la plupart des personnes qui vivent dans des pays à faible et moyen revenu. Le Népal est un exemple et il y a des millions de bébés dans le monde qui meurent parce qu'ils ne sont pas placés en couveuse. Et quand je dis des millions, le chiffre que j'ai devant les yeux, c'est 20 millions de bébés naissent avec un poids trop faible et parmi eux, 4 millions de bébés meurent parce qu'ils n'ont pas été placés dans une couveuse. Alors, des chercheurs et une société qui s'appelle la société Embrace, on le voit ici, ont inventé quelque chose qui ressemble à un sac de couchage miniature. Et donc, c'est un sac de couchage qui a exactement les mêmes fonctions que la couveuse. C'est-à-dire, ça marche sur batterie, l'autonomie est de plusieurs heures, c'est facilement rechargeable et le bébé est gardé au chaud. Et ça ne coûte pas quelques milliers de dollars, ça coûte quelques dizaines de dollars. Et donc, les ONG peuvent tout à fait procurer ce genre de matériel aux mamans qui en ont besoin et aux bébés qui en ont besoin. Alors là, un bel exemple malgache que j'ai appris en fait la semaine passée, pour être tout à fait clair. J'ai découvert qu'à Madagascar, on avait aussi développé, à Madagascar et ailleurs, parce que ici vous allez voir que je ne pars pas de Madagascar, un bel exemple d'innovation frugale. Alors Franken, c'est un dentiste qui a développé ce qu'on appelle l'Atraumatic Restorative Treatment, ART. Et c'est quoi? C'est tout simple. En fait, c'est un système qu'il a développé dans les années 1980 en Tanzanie et ça devait permettre de soigner les caries dans des communautés démunies. Qu'est-ce que ça veut dire, la communauté démunie? C'est des choses que je fréquente régulièrement. C'est des communautés, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Comment tu fais quand il n'y a pas d'électricité pour soigner les caries? Eh bien, lui, il a trouvé la solution. Et c'est une solution où à la fois, il y a deux éléments. Il y a un premier élément où on doit éliminer le tissu dentaire nécrosé, comme font les dentistes habituellement. Et deuxième élément, on doit sceller la cavité avec un ciment ionomère. Donc tout ça ne coûte rien, ne coûte pas d'argent, ça ne demande pas une fraise qui tourne avec de l'électricité, ça ne demande pas d'eau. Ça a été développé en Tanzanie. Mais alors pourquoi est-ce que c'est de l'innovation frugale? Eh bien, vous allez voir, cette solution-là, j'ai encore lu une thèse la semaine passée, et puis j'en ai reparlé dans un congrès de dentisterie à Madagascar. L'ART a été développée donc pour des environnements défavorisés, mais aujourd'hui, c'est utilisé en odontologie pédiatrique sur des enfants qui ne supportent pas la fraise du dentiste. Et donc, l'ART aujourd'hui, c'est une innovation en dentisterie pédiatrique. C'est-à-dire que les enfants qui ne veulent pas entendre, pour des tas de raisons, le bruit de la fraise, on les soigne de cette façon-là. Ça marche même très bien. Alors, je l'ai vu de mes yeux, aussi un dentiste malgache qui, dans son cabinet, utilise un détartreur. Vous savez, les détartreurs que le dentiste utilise pour vous détartrer les dents. Il utilise le détartreur, ça vibre. Ce truc-là vibre. Il l'utilise, lui, pour éliminer le tissu carié. On ne fait jamais ça ici. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche beaucoup mieux que l'utilisation de sa fraise qui est toujours aléatoire puisqu'il n'est jamais sûr d'avoir de l'électricité. Avec son détartreur, c'est rechargeable un détartreur, donc il peut l'utiliser en dehors de l'usage habituel. Donc ça, c'était le premier principe. Deuxième principe, faire plus avec moins. Alors, se faire plus et mieux avec moins, c'est quelque chose qui ne concerne pas que les pays en développement parce que
de plus en plus, notamment parmi les jeunes, de plus en plus d'Occidentaux ont pris conscience, on l'a vu quand même aussi cet après-midi, qu'une série de ressources qui étaient considérées il n'y a pas si longtemps que cela comme illimitées sont aujourd'hui en train de devenir rares. C'est l'énergie, c'est l'eau et c'est d'autres éléments comme celui-là. Le gaspillage, on sait, est en train de détruire notre planète. Je ne crois pas qu'on va pouvoir en trouver une de rechange. Et puis, la mondialisation de l'économie aujourd'hui fait que les pays occidentaux doivent affronter économiquement des pays qui sont moins gourmands qu'eux et qui sont plus créatifs qu'eux. Et ça, j'essaie de le montrer ici, et ça, c'est vraiment un signal d'alerte fort, c'est-à-dire la créativité, elle est en train de se déplacer. Elle est en train de se déplacer. Alors, faire plus avec moins. Et là, mes exemples, ils viennent de la Covid-19. Moi, je dis encore la Covid-19. Au début de l'épidémie, on a dit là, et puis l'Académie française a dit non, 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 il faut dire le, et tout a basculé. Moi, je dis là. Alors, le respirateur, on a inventé 2 choses parmi les nombreuses choses qu'on a inventées durant la Covid-19. Première chose, on a inventé le respirateur démultiplié. C'est quoi, respirateur démultiplié? Eh bien, c'est un appareil pour plusieurs utilisateurs. D'habitude, un respirateur, un patient. Eh bien, on a réussi à mettre au point une technique qui a été développée durant la pandémie, qui permet, avec un appareil, d'oxygéner plusieurs personnes. Vous évaluez l'intérêt de ce genre d'équipement. Et puis, on a aussi réussi à développer des respirateurs meilleur marché, moins chers. Alors, par exemple, une association industrielle tout à fait inédite entre Tesla, les voitures électriques, et Medtronic a permis de développer des respirateurs avec moins de composants, des composants de récupération, des composants moins polluants. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a fait des respirateurs qui ont fait baisser les coûts de façon extraordinaire. Pour une même efficacité, c'est ça qui est important. L'efficacité était la même. Donc le troisième principe, c'est penser et agir de manière flexible. Penser et agir de manière flexible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses, mais notamment, ça veut dire accepter d'échouer pour progresser. Et ça, c'est peut-être un concept que j'essaie de faire passer moi à mes étudiants. Je ne sais pas si les profs ici le font, mais apprendre aux étudiants que se tromper, c'est l'idéal pour apprendre. Se tromper, c'est l'idéal pour apprendre. C'est quelque chose qui est très proche de ce qu'essaie de faire passer la philosophie de l'innovation frugale. Alors, j'ai une petite citation que moi je trouvais intéressante, qui était dite par un des représentants de la Maison Blanche. Et voilà ce qu'il disait: quiconque n'a jamais été victime d'une déception majeure au cours de son existence ne devrait pas être autorisé à travailler à la Maison Blanche. Ce niveau de responsabilité est trop élevé pour être confié à des personnes qui sont incapables de comprendre combien les choses peuvent parfois mal tourner. Alors, principe 4, puisqu'on manque de temps, c'est viser la simplicité. Viser la simplicité. Alors, la simplicité, ce n'est pas le simplisme. Il s'agit bien de viser les besoins essentiels, les besoins locaux essentiels, et il s'agit bien de ne pas simplement dépouiller un produit de ses fonctions essentielles en affichant un prix moindre. C'est pas ça l'innovation frugale. C'est vraiment garder les qualités essentielles du produit et parvenir à faire baisser les prix pour un besoin qui a été identifié. Alors l'exemple qu'on peut donner, là aussi peut-être les plus expérimentés d'entre nous ont connu cette machine-là, Nokia 1100. C'est un appareil tout à fait simple, pas simpliste, simple. Ça fonctionnait, ça téléphonait à l'époque, ça pouvait envoyer des messages, hein, tout simplement. C'était bon marché, très bon marché. Et on a déclaré ce téléphone comme probablement le téléphone portable le plus important de la planète. Je pense que c'est pas surfait comme déclaration. Alors, 5e principe, intégrer les exclus et les marginaux. Et oui, parce qu'il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Donc, passer à côté des pauvres, c'est passer à côté d'un marché important, tout simplement. Et certains l'ont compris. Certains l'ont compris.
Et puis, principe 6 de l'innovation, et ça peut faire un peu bizarre, mais c'est suivre son cœur, suivre son intuition. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quelque chose, je vais vous donner l'exemple tout de suite. Les Malgaches que je fréquente me disent, tu sais, chez nous, si jamais un dentiste ouvre un cabinet moderne à l'occidental, comme ceux qu'on connaît, personne ne va jamais aller chez lui. Pourquoi personne n'ira chez lui? Parce que les gens vont se dire, aïe, 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 ce truc, c'est sûrement extrêmement cher, regarde tout ce qu'il a. Donc, il ne faut surtout pas faire un cabinet moderne à Madagascar, surtout pas. Alors, c'est une façon aussi peut-être de se dire que l'innovation frugale, c'est une manière de se débarrasser aussi d'une sorte de néocolonialisme que je vois tout le temps sur place, à Madagascar, au Congo et dans les pays que je fréquente. C'est-à-dire que certains acteurs locaux pensent qu'ils doivent imiter ce que les anciens colons font. Et ça, c'est une très mauvaise idée parce que ça n'ira jamais. Pourquoi? Parce que on voit, il y a le problème d'électricité tout le temps. On n'a plus d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de quoi faire fonctionner le matériel sur place. Alors l'électronique, les machins, les trucs, ça ne fonctionne pas. Donc il faut trouver quelque chose d'autre, des choses plus frugales, des choses plus innovantes. Et c'est ça, c'est de cela que je voulais parler. Un mot encore. Alors, ma femme est malgache et à la maison, elle a créé une sorte de jardin. Et ce jardin est un jardin chaotique. Je ne peux pas le dire autrement. Elle ne m'a jamais dit ça. Elle ne m'a pas dit je vais faire un jardin chaotique. Mais ce jardin, c'est un bordel. Simplement, c'est un bordel. Quand on le voit, c'est impossible de s'y retrouver. Et pourtant, chaque chose est à sa place. Quand elle m'explique, j'ai mis ça là parce que, et donc elle m'explique les choses, et là, ça prend sens. Mais pour moi, c'est juste du désordre. Alors, en quoi est-ce que c'est un rapport avec ce que je viens de dire là? Mais moi, ce que je considère, ce qu'elle a fait, c'est une innovation. Chez nous, on a l'habitude de faire des jardins qui sont bien rangés, bien chaque carré. Elle, parce qu'elle est malgache, c'est simplement apparemment désordonné, mais c'est un ordre que je ne comprends pas moi, tout simplement. Mais c'est très ordonné et puis c'est très calculé parce que chaque plante est en lien avec une autre plante à côté et qu'elle sait qu'en mettant cette plante-là à côté de celle-là, ça va bien marcher. Voilà. Merci.